Spinalcom, empowering digital buildings. Aujourd'hui, je vous parle dans un cadre qui est celui donc du bâtiment digital, qui est l'activité première de l'entreprise Spinalcom, dont je suis le président. Et donc, en quelques mots, Spinalcom, aujourd'hui, on est une entreprise qui travaille exclusivement sur les thématiques du bâtiment digital, et donc du BOS, du jumeau numérique et des applications et de certaines applications liées à la bonne exploitation du bâtiment, comme la gestion énergétique et la gestion du commissioning et des diagnostics, donc la qualité des données du bâtiment. On est une équipe de 21 personnes aujourd'hui. On a doublé depuis 2 ans. Il y a 13 ans de R&D derrière tous les outils qu'on vous propose. Donc c'est pas des choses. Ça fait longtemps qu'on y travaille. Aujourd'hui, on a près de 300 000 mètres carrés de bâtiments installés un peu partout dans le monde. On a aussi des déploiements à l'international. On a à peu près 25 bâtiments. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un marché plutôt sur du bâtiment tertiaire assez gros, mais on commence à déployer aussi dans des bâtiments qui font 3 000, 4 000 mètres carrés. Voilà, donc il n'y a pas de taille particulière. On a même fait un bâtiment parisien de moins de 2000 mètres carrés aussi. Donc il y a pas de taille particulière, et on voit que ces sujets-là commencent à dire, se, on commence à diversifier un petit peu les cibles de bâtiments sur lesquels on s'installe. Et puis, le 6 millions de données, c'est pour dire que quand on parle de jumeaux numériques, de BOS, de choses comme ça, on parle évidemment de modélisation du bâtiment, de bonne gestion des données, mais aussi de remontée dynamique des données sur un bâtiment de 10 000 mètres carrés. 6 millions de données par jour, c'est ce qu'on remonte et ce qu'on traite dans les outils de Spinalcom de manière assez quotidienne aujourd'hui. Et donc notre cœur de métier chez Spinalcom, c'est le BOS. Donc c'est vraiment le bâtiment digital, c'est comment on accompagne nos clients pour passer d'un bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui, qui peut être automatisé, ou non d'ailleurs, à un bâtiment digital plus intelligent, plus évolutif, qui permettra demain d'accueillir un grand nombre de services digitaux et donc un grand nombre de nouveaux services, de services d'optimisation des services pour les exploitants et pour les occupants. Et donc, le cœur de ce qu'on propose chez Spinalcom, c'est un BOS, un Building Operating System, donc tout ce socle, cette fondation digitale, qui a le même rôle que l'OS dans votre ordinateur ou dans votre téléphone portable, et un socle, une première gamme applicative, un peu comme notre pack office. Et ce dont on va parler aujourd'hui, le diagnostic continu, c'est une première application finalement qui vient directement au-dessus du BOS et qui permet d'envisager un niveau de qualité beaucoup plus important sur la bonne gestion des données. Et on verra que ça a un impact pas que sur les données, mais ça a un impact sur le bâtiment lui-même et sur son fonctionnement lui-même. Voilà. Donc aujourd'hui, comme application, on fournit des applications de diagnostic, on développe des applications de gestion énergétique, et tout ça avec des outils de visualisation, soit par dashboard, soit sur du BIM gestion, exploitation, maintenance. Et c'est vraiment des sujets qu'on va aborder de plus en plus dans les années qui viennent. Voilà un petit peu le cadre pour Spinelcom. Maintenant, rentrons dans concrètement la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le commissioning ou le diagnostic continu des systèmes actifs du bâtiment. Alors d'abord, je vais vous donner une problématique, enfin un exemple pour illustrer cette problématique sur une foncière qui récupère un bâtiment. Donc en gros, elle a soit acheté son bâtiment auprès d'une maîtrise d'ouvrage, soit elle-même elle a été maîtrise d'ouvrage, donc elle reçoit son bâtiment. Donc, quelles sont les problématiques qu'elle rencontre au moment de cette réception? Alors, la première chose, quand on parle de grands bâtiments ou de bâtiments assez complexes, quasiment tous les bâtiments deviennent assez complexes aujourd'hui parce qu'il y a des GTB installés, il y a des systèmes de sécurité incendie installés, il y a des systèmes de contrôle d'accès installés, il y a de la GMAO installée, etc. Et finalement, le bâtiment devient complexe et ces systèmes deviennent complexes. En discutant avec des facility managers, avec des directions de l'environnement de travail, on se rend compte que ou avec des property managers, on se rend compte que la prise en main des bâtiments, c'est environ 3 ans en moyenne sur ces gros bâtiments. Donc c'est quelque chose qui prend longtemps, et surtout qu'on arrive finalement où les gens qui l'ont conçu, qui le connaissent, partent tous. Voilà, on a cette cassure, et puis on a les gens qui arrivent et qui commencent à l'exploiter, qui sont nouveaux et qui n'ont pas forcément suivi toute la conception. Donc ils mettent 3 ans à le prendre en main. On se rend compte aussi en discutant et avec nos analyses marché finalement qu'au moment de la prise en main, au moment de la récupération du bâtiment, les systèmes actifs, il y a à peu près 10% de dysfonctionnement sur les systèmes actifs. Alors 10%, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on a des systèmes de gestion énergétique avec des capteurs qui décomptent au lieu de compter, avec des capteurs qui envoient des valeurs par défaut au lieu d'envoyer des vraies valeurs, avec des capteurs qu'on n'arrive pas à adresser, qui communiquent pas finalement.
Voilà. Là, on a un exemple sur un bâtiment sur lequel il y a près de 25-30 000 contacts de feuillure. Sur les 30 000 contacts de feuillure, il y en a 2 500 à 3 000 qui dysfonctionnent au moment de la livraison. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire non seulement qu'ils dysfonctionnent, soit, mais ça veut dire que les contacts de feuillure, ils sont utiles pour savoir si une fenêtre est ouverte et pour éviter de chauffer l'extérieur. S'ils dysfonctionnent, ça veut dire que la fenêtre est ouverte et que le chauffage reste en route ou la clim reste en route et donc je chauffe ou je refroidis l'extérieur. Alors ça se traduit, ces 10% de non-qualité, par des coûts qui peuvent être importants à la reprise, qui peuvent être jusqu'à 10 € du mètre carré. Pourquoi? Parce que, bah, il faut remplacer les capteurs, il faut valider, il faut refaire passer des personnes, il faut mettre des gens sur le terrain, faut comprendre pourquoi, voilà. Et puis parfois, si je reprends l'exemple du contact de feuillure, le contact de feuillure m'envoie des valeurs qui sont pas les bonnes, qui sont des valeurs par défaut ou toujours ouverts. Et ça, c'est soit parce que l'huile dysfonctionne, soit parce qu'en fait, la menuiserie de la fenêtre a joué et que, bah, le contact fonctionne très bien, hein. Il me dit que la menuiserie est pas bonne. Et donc globalement, si je m'en rends compte assez tôt, bah, finalement, c'est, les menuiseries que je vais pouvoir changer ou faire revenir mon constructeur pour modifier les menuiseries. Ce qui veut dire que l'impact, finalement, des dysfonctionnements ou l'impact de l'analyse de diagnostic, elle a un impact non seulement sur le fonctionnement du système actif lui-même, et quand on voit qu'on a des systèmes qui peuvent atteindre, entre le coût global mutualisé de la GTB, du système de sécurité incendie, du contrôle d'accès, plus de 100 € du mètre carré, bah, 10% de non-qualité, ça fait déjà à peu près 10 € par mètre carré, potentiellement, heu, de coûts, si jamais c'est de coûts concrets pour faire les réparations ou pour faire des améliorations. Et ça, en plus, ces coûts-là, ils peuvent avoir aussi une influence sur le fonctionnement du bâtiment ou sur la qualité du bâtiment lui-même, parce qu'on se rend compte qu'on arrive à détecter des non-qualités sur autre chose que le système actif. Le deuxième impact, c'est que, si je ne repère pas ces non-qualités, finalement, elle va se traduire sur tout le cycle de vie du bâtiment par une non-qualité qui va avoir, une influence sur toute la durée de vie du bâtiment et toute la phase d'exploitation. Pourquoi? Bah, parce que si mes contacts de fuyant ne marchent pas, ça veut dire que j'ai un système actif de pilotage du bâtiment qui ne détecte pas que les fenêtres sont ouvertes et donc je vous l'ai dit, la clim continue à fonctionner ou le chauffage continue à fonctionner alors que les fenêtres sont ouvertes. Si j'ai 10% des contacts de fuyant qui ne marchent pas, potentiellement c'est 10% de pertes énergétiques ou de non-qualité, sur la perte énergétique. C'est aussi du temps de travail en plus pour les facility managers pour résoudre les problèmes et donc c'est de la perte de qualité et du coût de maintenance en plus. Ça, on pourrait le qualifier à peu près à 10%. Si je conserve ces 10%, bah, si je regarde 10% du coût énergétique ou du coût de la maintenance, on arrive à peu près à 3 € par mètre carré par an. Et en fait, ces coûts-là, ils ont tendance même à évoluer grandement puisque le coût énergétique est en train de doubler et donc en fait, ça, c'est vraiment un coût minimum. Et si encore je me mets à la place d'une foncière, bah, finalement, si je cumule tout ça, moi, je reçois mon bâtiment, de la part de ma maîtrise d'ouvrage ou de mon constructeur et globalement, j'ai 1 année de GPA pour finalement, identifier toutes ces problématiques et pour me retourner auprès de ma maîtrise d'ouvrage ou auprès de mon constructeur. Ce qui veut dire que, si je le fais pas, tous ces coûts-là, ils sont pour moi. Si j'arrive à le faire, tous ces coûts-là, je peux les retourner vers mon constructeur. Là, je suis vraiment sur la foncière et on voit que l'investisseur finalement et on voit que, pour elle, il y a un vrai enjeu, non seulement de qualité de service futur pour ses occupants, mais un vrai enjeu d'identification assez tôt des dysfonctionnalités pour pouvoir bien réceptionner et finalement renvoyer le problème à mon à ma maîtrise d'ouvrage. Et donc ça veut dire que, hop, ça décale l'enjeu sur la maîtrise d'ouvrage, qui elle va avoir un enjeu de qualité, et d'image de marque, auprès de auprès de ses clients, qui sont les investisseurs et les foncières, et aussi un enjeu de risque, de diminution des risques, parce que les GPA, bah, c'est pour elles, potentiellement, et ça peut aussi se traduire par, bah, des pertes enfin, globalement des pertes sur un projet ou moins de gains sur un projet qui sont très, très concrets. Alors à travers cet exemple, je vais juste vous montrer que la non-qualité, c'est pas simplement de la non-qualité, ça se traduit concrètement par des coûts, et par des charges en plus et par des risques en plus. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans du dans du détail. J'aime bien les courbes, j'aime bien les choses comme ça, donc je vais essayer comment dire? De heu, formaliser cette thématique, à travers une petite courbe. Alors,
Dans le bâtiment, on voit bien qu'il y a plusieurs temps. Premièrement, si on regarde tout le cycle de vie du bâtiment, on va partir du design, ensuite il y aura la construction, l'installation, l'intégration. J'ai mis seulement les termes installation-intégration parce que je m'intéresse au système actif du bâtiment. On le livre, on a une année de GPA, puis ensuite on rentre en phase d'exploitation et après il y aura des mutations. Donc si je regarde sur cette courbe, bah, sur la ligne horizontale, ici vous avez le temps, donc les différentes phases du cycle de vie du bâtiment, et puis sur le vertical, l'axe vertical, vous avez les fonctionnalités des systèmes qu'on va mettre en place. Et donc, bah, quand on commence à installer son bâtiment, je l'ai designé, puis ensuite, à partir de la phase d'installation-intégration, je commence à installer mes équipements. Ça peut être mes automates, mes luminaires, mes systèmes actifs comme la clim, la CTA, etc. Donc, je les installe progressivement pour qu'à la fin du projet, la date de livraison, bah, finalement, j'ai l'ensemble des fonctionnalités. Première chose, on se rend compte qu'au final, au moment de la livraison, on n'a pas l'ensemble des fonctionnalités, on a 80-90% des fonctionnalités qui marchent. Voilà. Et donc les systèmes actifs du bâtiment sont livrés avec des erreurs de base qui peuvent être de l'ordre de 10%, plus ou moins selon la manière dont vous avez fait les choses aujourd'hui. Alors, on voit bien que par rapport à la courbe idéale ou par rapport à l'objectif idéal qui est de 100%, qui est en tiré ici, déjà, on a une perte au moment de la livraison. Mais en plus, ces systèmes, ils continuent à évoluer dans le temps. Ils continuent à évoluer dans le temps. Donc déjà, ils sont fournis avec des avec des dysfonctionnements ou avec un défaut de qualité. Mais en plus, bah, les gens qui l'ont fourni, qui étaient les gens qualifiés quand même pour le mettre en œuvre, donc les intégrateurs, les installateurs, etc., on est dans un monde particulier dans lequel ces gens-là partent au moment de la livraison, et finalement, c'est d'autres personnes, c'est les facility managers, c'est les property managers, c'est les gestionnaires, la DET, etc., qui reprennent le bâtiment sans forcément connaître tous les systèmes techniques qui ont été installés. Et comme les systèmes techniques sont de plus en plus complexes, de plus en plus grands, parce qu'on veut gérer les choses de manière, enfin, on veut mieux gérer les bâtiments, et finalement, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas participé à la conception, qui arrivent pour maintenir des systèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes techniques, ils atteignent finalement leur pic de maturité au moment de la livraison, et après, ils ne font que se dégrader. Ils font que se dégrader progressivement. Et il y a même un moment où finalement on éteint les alarmes parce qu'il y en a trop et que ça sert plus à rien, et finalement on a une gestion qui redevient quasiment complètement manuelle jusqu'à atteindre finalement un niveau où les systèmes sont très très peu utilisés ou quasiment peu utilisés. Ça concrètement, c'est des chiffres qu'on peut citer sur le marché qui disent il y a 300 000 bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés en France, il y en a 20 000 aujourd'hui qui sont équipés de systèmes de gestion technique des bâtiments, et ça c'est amené à évoluer énormément puisque les décrets tertiaires, le décret BACS, etc. vont imposer pour ces bâtiments d'avoir des systèmes de gestion actifs de l'énergie. Voilà. Et tous ces systèmes-là, on considère que sur ces 20 000 ou 18 000 systèmes installés, il y en a à peu près 12 000, 12 500 qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et ça veut dire quoi qui fonctionnent pas? Bah, certains sont dysfonctionnels dès la livraison parce que, bah, il y a eu des défauts de qualité, mais surtout d'autres sont, en gros, perdent en qualité de fonctionnement au fur et à mesure et on n'arrive pas à les gérer. Et donc l'objectif du diagnostic de la qualité du commissioning continu, finalement, c'est d'une part, à la livraison, à la conception, à la construction, de fournir des systèmes qui sont plus qualitatifs au moment de la livraison, mais c'est aussi d'avoir ce diagnostic continu qui permet de conserver la qualité des systèmes et donc les services attendus par les systèmes et les fonctionnalités sur tout le cycle de vie. Donc c'est de passer d'une courbe qui est je dégrade mes systèmes progressivement à une courbe où je maintiens mes systèmes en bon état de fonctionnement sur tout leur cycle de vie. Et donc là, on arrive sur un peu le résumé de l'état actuel, qui est qu'on a des systèmes qui atteignent leur pic de maturité à la livraison, qui se dégradent, et encore leur pic de maturité, il n'est pas complet puisqu'il est objectivement à 90%, 80-90% aujourd'hui. Et on est en plus dans une démarche aujourd'hui avec le BIS, le BOSS, le jumeau numérique, les applications pour les occupants, en gros cette digitalisation du monde du bâtiment, dans lequel l'évolution souhaitée, elle n'est même pas à garder un niveau de fonctionnement équivalent, elle est de créer des bâtiments qui vont pouvoir être évolutifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir déjà plus de services au moment de la livraison et qui vont pouvoir continuer à évoluer sur leurs services, sur leur qualité, sur la sécurité, etc., sur tout le cycle de vie du bâtiment. Donc on veut passer de bâtiments qui étaient figés ou de systèmes plutôt qui se dégradaient progressivement à des systèmes qui sont plus qualitatifs, mais même à des systèmes qui vont être évolutifs, donc qui vont pouvoir évoluer dans le temps. Et ça, on ne pourra pas le faire si on ne passe pas par l'étape intermédiaire, qui est déjà de maîtriser la qualité des systèmes installés, de maîtriser la qualité des données qu'on récupère sur le bâtiment.
Et donc cette première étape-là de maîtrise de la qualité, elle est indispensable et donc c'est ce sur quoi on se concentre finalement comme première application, premier cas d'usage et c'est un enjeu pour beaucoup d'acteurs. Alors pour qui? Hem, c'est un enjeu pour beaucoup d'acteurs et on va essayer de maintenant cibler les enjeux pour les acteurs. Là, je vous ai dit un petit peu les schémas de principe. Maintenant, on va essayer de voilà, je vous ai donné un exemple sur une foncière, le schéma de principe de ça veut dire quoi concrètement la qualité? Maintenant, on va aller acteur par acteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux de ne pas avoir cette qualité? Alors là, je vous ai remis d'une autre manière finalement le cycle de vie du bâtiment dans lequel on passe du programme à la conception, l'exécution, la livraison, la GPA et puis l'exploitation au sens large. J'ai pas mis les mutations après, mais c'est aussi un enjeu pour la mutation. Et puis les différents acteurs, on est plutôt sur une problématique de construction dans ces premières phases, donc plutôt avec des constructeurs, des maîtrises d'ouvrage, et cetera. Et puis une deuxième partie, qui est la phase d'exploitation, plutôt pour les propriétaires exploitants avec, une zone un peu intermédiaire entre les 2, qui est cette fameuse première année de GPA dans laquelle on a tous les acteurs qui peuvent encore être présents. Donc concrètement, si je me mets à la place d'une entreprise générale, c'est quoi les enjeux du commissioning pour une entreprise générale? Bah, concrètement, je suis entreprise générale, je suis les prestataires qui sont mes intégrateurs. Comment est-ce que je fais pour savoir si ce qu'ils me fournissent est d'un niveau de qualité suffisant? Et là, on voit qu'il y a pour les maîtrises d'œuvre, les entreprises générales, il y a une vraie problématique de comment je commissionne des systèmes actifs complexes que j'ai du mal à maîtriser. Et ça, bah, ces thématiques-là, ces problématiques de suivi des prestataires, bah, finalement, elles se traduisent aussi pour ces entreprises-là et ces maîtrises d'œuvre à, à sur un niveau de qualité de service et une image de marque. Concrètement, eux vont livrer un bâtiment. C'est quoi le niveau de qualité du bâtiment que je propose et quelle est mon image de marque sur le marché? Et puis surtout, un enjeu de diminution des risques puisque, bah, globalement, la GPA, si jamais j'ai une non-qualité et que les gens le détectent en phase GPA, c'est pour moi et donc j'ai un grand moi, ce que je veux, c'est limiter les risques liés à mon projet et donc finalement, mieux faire de la qualité ou faire du diagnostic continu pour ces gens-là, vraiment, ça a un impact non seulement sur les 10 de non-qualité que je vais livrer, donc sur mon image de marque, mais ça a aussi un impact sur le risque, sur la minimisation des risques que je prends parce que je suis responsable finalement de la remise en qualité des choses qui ne sont pas bien livrées. Si je me mets maintenant à la place d'une maîtrise d'ouvrage, un promoteur, une foncière, qui crée son nouveau bâtiment, donc maîtrise d'ouvrage, bah, finalement, elle a les mêmes problématiques parce que, j'ai une problématique de gestion des risques. Concrètement, je fais un bâtiment pour pouvoir le livrer. S'il est de mauvaise qualité, les risques sont pour moi potentiellement. J'ai un problème d'image de marque et j'ai un problème de suivi de mes prestataires parce que globalement, moi, je fais la partie financière. Je gère la partie financière, je délègue toutes ces responsabilités à d'autres, mais c'est à moi aussi de bien suivre mes prestataires. Quels sont les outils qui me permettent de bien les suivre et de garantir que j'ai un process qualité qui est mis en œuvre pour fournir un bâtiment de qualité. Maintenant, si je me mets à la place de l'asset manager, de la foncière, en gros de celui qui va récupérer le bâtiment en tant que propriétaire, bah, là, moi, j'arrive au moment de la livraison et j'ai une année pour qualifier la qualité de ce qu'on m'a livré et donc globalement, moi, j'ai aussi, une responsabilité, une image de marque, une satisfaction des occupants. En gros, je détiens un bâtiment pour pouvoir le louer, pour pouvoir le fournir, en gros, pour qu'il offre un service à mes propres clients qui sont mes locataires. Et donc, j'ai un vrai problème d'image, une vraie contrainte d'image de marque et de satisfaction des occupants. Et ça, quand on voit qu'il y a les 3 ans de prise en main, bah, potentiellement, ça veut dire que j'ai 3 ans pendant lesquels j'ai une qualité de service qui est moindre. Est-ce que je peux réduire ce délai-là? Le deuxième, c'est, toute la facturation des travaux et la reprise des GPA. Bah, globalement, s'il y a à peu près 10 € de coûts, qui sont de la reprise, est-ce que c'est pour moi si je les détecte pas assez tôt ou est-ce que j'arrive à les renvoyer à ma maîtrise d'ouvrage pour qu'elle prenne en charge les non-qualités? Et donc là, j'ai vraiment un enjeu de détection rapide finalement des non-qualités, pendant cette année-là et c'est assez complexe. Et puis, bah, j'ai l'enjeu, de diminution des coûts d'exploitation parce qu'on a vu que les non-qualités, elles avaient un coût sur tout le reste du cycle de vie et donc j'ai un enjeu aussi de diminution de mes charges et de mes coûts d'exploitation sur tout le cycle de vie. Donc je prends ces enjeux finalement. Et enfin, si je me mets à la place du dernier acteur, les preneurs, les occupants, bah, eux finalement vont occuper, vont utiliser le bâtiment. Moi, je m'attends quand je loue un bâtiment à avoir un outil qui serve à la productivité de mes salariés et sur lequel j'ai des charges maîtrisées.
Et globalement, ce que j'attends, c'est la satisfaction pour mes salariés, c'est l'augmentation de leur productivité ou du moins un outil qui puisse leur permettre d'être productifs. Et puis, je veux pas avoir des coûts d'exploitation trop gros. Et ça, toutes ces non-qualités, elles se traduisent concrètement par des pertes de qualité de service et par des coûts d'exploitation plus élevés que forcément l'asset manager ou la foncière va répercuter assez directement sur le locataire. Donc on voit bien que l'enjeu autour de la qualité des systèmes d'information, de la qualité des données, de la qualité des services et du diagnostic et du commissioning, c'est un enjeu qui est absolument pas, qui finalement adresse quasiment toute la chaîne de la valeur et qui adresse pas que la livraison, mais qui adresse vraiment le bâtiment sur tout son cycle de vie. Donc ça, c'est ce qu'on voulait vraiment, c'était important et de voir que les coûts associés sont très élevés. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, globalement, on va essayer de voir pourquoi aujourd'hui, quand on livre un système, finalement, il y a déjà du commissioning qui est fait, mais pourquoi, malgré le commissioning qui est fait aujourd'hui, on arrive à des systèmes qui sont livrés avec 10 de non-qualité, avec des systèmes qui se dégradent? Et pourquoi c'est complexe? Et comment donc on pourrait, modifier les choses? Alors pareil, j'aime bien les schémas, donc je vais vous faire un petit schéma, assez simple qui est, globalement, je fournis un bâtiment qui a des systèmes techniques, prenons la GTB ou le système de sécurité incendie, ou même une maquette BIM. En gros, c'est pas un système technique, mais je fournis de la donnée dans mon DOE avec mon bâtiment. Globalement, moi, ce que j'attends de ce système technique, c'est deux choses. C'est qu'il me livre les fonctionnalités attendues, donc sur l'axe vertical, et qu'il me livre les performances attendues. Donc en gros, je veux que mon système de gestion énergétique, il me livre un vrai monitoring énergétique et qui me puisse permettre, si en plus il est couplé avec la GTB, avec les systèmes actifs, qui me puisse permettre de faire un vrai pilotage performant pour réduire ma consommation. Donc, l'objectif, c'est pas que le monitoring, c'est aussi la réduction de la consommation. Alors, on me livre un système avec une promesse qui est, voilà, je vous livre cette fonctionnalité et cette performance, donc c'est traduit par le volume du carré bleu. Et puis, le commissioning qui est fait, on a des systèmes qui ont des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de capteurs installés. Voilà. Pour le cas de la supervision énergétique, du monitoring énergétique, on va avoir des centaines de capteurs énergétiques. Dans le cadre de la GTB, on peut avoir des dizaines de milliers de capteurs et d'actionneurs qui sont installés, qu'il va falloir qualifier. Or, aujourd'hui, comment on qualifie que les 50 000 capteurs, je suis un bâtiment qui fait 100 000 mètres carrés, j'ai 50 000 capteurs actifs, voilà. Alors 10 000 mètres carrés, j'ai 5 000 capteurs actifs. Comment je qualifie que ces 5 000 capteurs ont le niveau de qualité attendu et de performance et de fonctionnalité attendue? Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'échantillonnage. Donc on va aller, prendre une partie des capteurs, c'est un travail qui est manuel, et on fait du commissioning manuel et partiel sur de l'échantillonnage, un échantillon de données ou de capteurs, en supposant que si cela fonctionne bien ou que le taux de non-fonctionnement de cela, ça va être le taux de non-fonctionnement du reste. On voit bien que ça, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on fait parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Voilà, c'est un travail qui est manuel. Si je devais, sur un gros bâtiment, qualifier les 50 000 capteurs manuellement, autant dire que mes coûts exploseraient complètement. Donc voilà comment on fait, et ça pose deux problèmes. Enfin, ça pose un problème énorme, c'est que c'est bien, j'ai fait ma qualification sur une partie, mais quid du reste? Le reste, potentiellement, la qualité globale du reste, on n'en sait rien. On a juste fait une extrapolation en disant que si j'ai 5 ou 2% de qualité, de non-qualité sur le petit échantillon que j'ai pris, je vais extrapoler en disant que j'ai 2% de non-qualité sur le reste. En fait, je suis passé à côté de plein de choses. Et nous, ce qu'on voit sur tous les déploiements, c'est que les compteurs énergétiques qui sont montés à l'envers et qui décomptent, ou qui me renvoient des valeurs par défaut, ou qui renvoient des valeurs qui sont aberrantes, les contacts de feuillure qui me renvoient des valeurs par défaut, qui sont pas adressables, les automates qui sont pas programmés de manière correcte ou qui finalement sont pas adressables ou qui renvoient des valeurs par défaut, voilà, ou qui ont des pertes de communication, des pertes de performance. En fait, c'est la norme. C'est la norme pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement complexe, on l'a dit. Il y a de plus en plus d'automates de régulation, de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'actionneurs. Cette complexité, elle apporte une vraie valeur, derrière, des capacités de pilotage qu'on n'avait pas avant, des capacités de maîtrise qu'on n'avait pas avant, mais il n'empêche que c'est plus complexe, qu'on est dans un temps contraint sur lequel on doit livrer le bâtiment à l'heure, et souvent, c'est du second œuvre, tous ces systèmes techniques, c'est-à-dire que déjà, il faut que le bâtiment et sa structure soient en place, puis ensuite, on se presse pour tirer les câbles, pour mettre les équipements, les automates dans un environnement poussiéreux où ils tombent,
où voilà, il y a des réalités terrain qui sont liées à ça, et sur lequel bah, il faut que ce soit livré à l'heure, voilà, coûte que coûte. Donc on livre avec un niveau de non-qualité. On va se débrouiller pendant la phase de notre GPA, mais bon, les gens ont tendance à partir sur un autre chantier après. Donc si pendant la phase de GPA, je suis pas très regardant, bah, globalement, la non-qualité, elle reste. Donc voilà un peu le problème. Si je résume, comment dire, ce diagnostic, ce commissioning, c'est quelque chose qui a une influence sur tout le cycle de vie du bâtiment. C'est une influence qui se compte non pas en, c'est pas un pouillème, ça se compte en dizaines d'euros par mètre carré par an. Voilà, c'est une grosse influence. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les bons outils pour faire ce bon commissioning sur ces systèmes techniques parce que c'est des systèmes qui sont de plus en plus complexes et que les outils, avec la manière de faire du commissioning est essentiellement manuelle sur une petite partie et que finalement, on passe à côté de toutes les non-qualités avec ces méthodes. Donc une fois qu'on a fait ce bilan, on se rend compte finalement que, bah, il faut qu'on essaie de transformer la manière dont on fait ces diagnostics qualité, et que cette transformation, la manière dont on fait ces diagnostics qualité, c'est très important et ça a une vraie valeur. Ça a une vraie valeur ajoutée pour toute la vie du bâtiment. Et en plus, on ne peut pas passer à côté parce qu'on veut fournir des nouveaux services. Or, tous ces systèmes actifs, c'est ceux qui produisent de la donnée. Et même les systèmes passifs, même le maquette BIM, hein, je veux dire, c'est des choses qui produisent de la donnée, qui va être de la donnée utile pour tout le cycle de vie du bâtiment, et qu'à partir du moment où ces bases de données-là sont de mauvaise qualité, globalement, tous les services qu'on va mettre derrière vont être de mauvaise qualité aussi. Et donc, il y a une transformation, maintenant qu'on veut produire plus de services, bah, il va falloir qu'on produise plus de qualité sur les données qui sont fournies par le bâtiment en amont aussi. Et donc là, la deuxième partie finalement, c'est pour vous montrer la démarche qu'on a mis en œuvre chez Spinalcom, les nouveaux outils qu'on met à disposition maintenant de nos clients, outils et services qu'on met à disposition de nos clients pour régler et pour vraiment traiter de manière objective, concrète, cette non-qualité des données, et pour finalement apporter ce qu'on appelle un commissioning continu, un diagnostic continu sur tout le cycle de vie du bâtiment. Et donc chez Spinalcom aujourd'hui, alors, vous savez, on est éditeur de logiciels du BOSS, et donc on fournit un BOSS, c'est-à-dire un outil de base de données de gestion qui va créer une base de données complète du bâtiment. Et bah, notre premier objectif, avec les services aussi qu'on propose, soit nous, soit nos partenaires, c'est finalement d'intégrer cette belle base de données du bâtiment en tant que maîtrise d'œuvre digitale ou master system intégrateur. Et donc la première chose, c'est qu'on doit on doit livrer à nos clients finalement une belle base de données, c'est-à-dire une base de données qualitative. C'est à partir de ça, c'est ce socle digital, cette fondation qui va nous permettre d'offrir tous les services et de faire plein de choses derrière. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que bah, finalement, nous, on est directement impacté par la non-qualité des données et donc directement impacté par la non-qualité des systèmes actifs du bâtiment. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en tant que finalement fournisseur tiers, on est bien placé pour avoir commencé à traiter cette non-qualité et à développer des systèmes automatisés qui permettent de qualifier la non-qualité non pas sur une petite partie, mais sur l'ensemble des données qu'on va récupérer. Et donc, finalement, on a créé une gamme de services et d'outils. Alors, tous les outils, bah, ce sont finalement des applications au-dessus du boss. Donc, c'est une gamme d'applications pour le diagnostic continu, le commissioning, ce qu'on appelle la VSR, la validation des services récurrents, et la SSR, le suivi des services récurrents. Donc, c'est une gamme d'outils qui fonctionne au-dessus du boss, donc au-dessus de cette base de données globale et convergée du bâtiment, et qui va permettre de qualifier l'ensemble de la qualité des données qu'on reçoit, et donc, par cet intermédiaire, la qualité des systèmes actifs qui nous fournissent les données. Et bien sûr, un outil seul, ça sert pas à grand-chose sans des gens qui sont capables de les utiliser, qui sont capables de les comprendre et de les mettre en œuvre. Et donc on a aussi, créé une gamme de services complète. Alors soit qu'on fait en direct, soit on forme nos partenaires pour qu'ils la pour qu'ils la fournissent. Et donc c'est une gamme de services autour de la maîtrise d'œuvre digitale et du master système intégrateur, du commissioning, de la validation des services récurrents et de ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle ou le suivi des services récurrents. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est l'ensemble des produits, des produits et des services qu'on met en œuvre pour garantir cette qualité. Et vous voyez qu'on a décliné des produits aussi par étape de cycle de vie. Donc, on s'adresse vraiment avec des produits pour la maîtrise d'œuvre, pour l'entreprise générale, pour la MOA, et ensuite avec des produits pour la foncière et pour les occupants, avec chacun la valeur qu'ils en attendent.
Alors ça, c'est important parce qu'on s'adresse, notre objectif, c'est aussi de faire de la continuité numérique et on voit bien que ce sujet-là, c'est pas un sujet qui «supporte» entre guillemets la cassure, qui existe au moment du bâtiment. C'est vraiment un sujet de continuité sur lequel, heu, on va intervenir avant, pendant la phase d'exécution, pendant la phase de livraison, mais on intervient aussi après pour qu'il y ait un suivi continu et faire en sorte qu'on ne lâche pas, nos clients dans la nature en disant: «J'ai fini, moi je vais construire un nouveau bâtiment maintenant. J'ai fini, mais je suis et je vous garantis que la qualité des systèmes qu'on met en œuvre, elle va perdurer dans le temps». Et ça va vous garantir autre chose, ça va garantir que les services digitaux que vous mettez en œuvre et puis le bâtiment que vous fournissez, donc la qualité de service que vous fournissez à vos occupants, elle perdure dans le temps et elle va pas se dégrader. Première chose, gamme de services qu'on met en œuvre et donc là, quand on est, nous, en tant que, finalement, master system intégrateur et puis ensuite, opérateur digital ou master data manager, si vous préférez, du bâtiment, il y a plusieurs noms, donc ces nouveaux métiers. Finalement, on apporte ces nouveaux métiers avec une gamme de services, c'est-à-dire de l'humain, des gens compétents, et un process qui va, nous permettre de faire cette qualité au fur et à mesure. Donc on a développé un ensemble d'outils qui nous permettent finalement de commissionner progressivement l'ensemble des données, des bases de données qui nous sont fournies dans le bâtiment. Le 1 c'est le commissionnement du design. Aujourd'hui, on commence à avoir du maquette BIM. Ces maquettes BIM, c'est un outil formidable pour des informaticiens parce que c'est un outil qui nous permet d'avoir non plus un plan ou un dessin pour décrire le bâtiment, mais une base de données descriptive du bâtiment. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire du traitement, de l'analyse de données, et commencer à mettre des outils des algorithmes, si vous préférez, qui vont faire cette analyse automatisée et on l'utilise déjà, par exemple, pour le chiffrage, nous, on va l'utiliser pour la qualité. Et donc, on va commencer par faire de la qualité sur, les maquettes BIM, donc finalement de faire en sorte de voir si cette maquette BIM, elle est acceptable pour l'exploitation ou pas acceptable pour l'exploitation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on intègre, progressivement les systèmes actifs, donc on va aussi récupérer les données de configuration et de design de ces systèmes actifs. Les listes de points, les programmations des automates et à partir de ça, on va pouvoir voir si on a une qualité transverse qui est compatible avec la description du bâtiment, donc la maquette BIM. Si on a des nommages qui sont équivalents entre les points, les noms des équipements et ce qui est déclaré dans le design dans la maquette BIM. En gros, si on va pouvoir s'y retrouver entre le design et la réalité terrain. Et bien sûr, à chaque fois, on valide. Si on valide pas, on a des outils pour valider, pour donner un pourcentage de qualité. Et si on valide pas, on renvoie ça à la bonne personne. On le fait de manière continue pour éviter d'avoir finalement ça à faire à la fin uniquement, ce qui marche rarement bien. Troisièmement, ensuite, on va venir se connecter aux différents systèmes actifs. Et donc là, on remonte l'ensemble des données, on va valider, on va remonter finalement la liste des objets ou la liste des objets connectés, la liste des automates, et on va pouvoir le comparer. Puisque dans nos plateformes, on contient le design, on va pouvoir comparer la réalité avec le design. Ça aussi, ça fait partie du commissioning. J'ai 200 automates qui sont censés être positionnés dans le bâtiment d'après le design, la maquette BIM. Ces 200 automates ont le bon niveau de qualité, de nommage dans la maquette BIM, ont le bon niveau de qualité de nommage dans la liste de points qu'on m'a fournie. Maintenant, concrètement, est-ce que c'est ce qui a été installé? Et donc là, je scanne le réseau, je récupère la liste des automates, je vois si j'en ai 200 qui répondent. Est-ce que j'en ai 200? Est-ce que j'en ai 180? Est-ce que j'en ai 150? Et ensuite, je me pose la question pourquoi? Est-ce que c'est parce que il y en a 200 installés, mais il y en a 50 qui ne répondent pas parce qu'il y a un problème réseau? Est-ce que c'est parce qu'il y en a 200 installés, qu'il y en a 50, 25 qui répondent pas parce qu'en fait ils ont pris la poussière, ils sont tombés, ils sont cassés, et cetera? Ou est-ce que c'est parce que j'en ai que 150 installés et que j'ai pas respecté le design? Donc vous voyez, ce commissioning, c'est pas seulement du commissioning du système actif, c'est aussi du commissioning du design. Et ça, c'est parce on sait mutualiser la maquette BIM et les données GTB, par exemple, dans la même plateforme, qu'on est capable de produire ça. Si on n'a pas ces deux données-là, on ne peut pas produire ce type de résultat. Voilà. Donc ensuite, on est capable de monitorer finalement la réalité du terrain par rapport au design, et puis ensuite la réalité du terrain par rapport à elle-même, c'est-à-dire en gros, est-ce que maintenant les systèmes actifs me renvoient de la donnée? Est-ce qu'ils me renvoient une donnée correctement? Est-ce que le taux de renvoi de la donnée est correct? Est-ce que j'ai des pannes 2 heures par jour, 1 heure par jour, 10 minutes par jour ou 5 minutes par jour? Voilà. Est-ce que les compteurs comptent dans la bonne direction? Est-ce que les données sont cohérentes? Voilà, donc là, on va positionner aussi des algorithmes heu, qui permettent de qualifier finalement la qualité des données. Et ces algorithmes-là, on les fait tourner non seulement en phase de réception et de commissioning, mais on continue à les faire tourner de manière quotidienne sur tout le cycle de vie du bâtiment pour garantir que les systèmes actifs et pouvoir évaluer de manière objective finalement la dégradation, des systèmes actifs et pouvoir concrètement, au quotidien,
fournir des outils aux facility managers ou aux responsables de ces systèmes actifs, aux intégrateurs ou aux mainteneurs de systèmes actifs, pour que eux puissent faire leur travail plus simplement et plus facilement. Donc ça, c'est les équipes et le process qualité qui est mis en œuvre. Mais toutes ces équipes et tout ce process qualité, ils nécessitent évidemment des outils. Et ces outils, bah, voilà, je vais vous montrer les outils qu'on met en œuvre concrètement. Et donc ça, c'est des outils de commissioning qu'on structure chez Spinalcom, qu'on utilise nous aujourd'hui, qu'on va mettre progressivement à disposition de nos clients. Ils sont des outils de commissioning qui décrivent exactement ce que je vous ai dit, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'en gros, sur ces outils de commissioning, on est capable de dire, bah, voilà, sur mon bâtiment, j'étais censé avoir 5000 multicapteurs sur ces 5000 dans le design. Sur ces 5000 multicapteurs dans le design, finalement, combien j'ai de multicapteurs réellement sur le terrain? Et parmi ces multicapteurs réellement sur le terrain, combien j'arrive à voir et combien m'envoie des données de mauvaise qualité? Donc, vous voyez qu'on a des outils qui permettent de faire du commissioning, mais à l'opposé de ce qu'on faisait avant. On n'est plus en train de tester 10 multicapteurs pour valider le fonctionnement de 5000 multicapteurs. On est en train de tester 5000 multicapteurs pour tester leur fonctionnement. Donc on met en place des outils qui testent l'intégralité des systèmes déployés. Pourquoi? Parce qu'on le fait automatiquement, voilà, on a accès à toutes ces données, et qui testent l'intégralité de ces systèmes déployés, qui me donnent une vision globale sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, avec des taux concrets de qualification. Voilà. Et ça veut dire qu'on commence à avoir des données objectives très concrètes, et ça, finalement, derrière, c'est des algorithmes d'analyse qu'on met en œuvre chez Spinalcom, et qui peuvent fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on a la base de données BOSS. Parce qu'on a dans le BOSS le jumeau numérique du bâtiment, et que finalement, on va venir consommer l'ensemble de ces données qui ont déjà été traitées, préstructurées, et que maintenant, on va qualifier les données. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, en qualifiant les données qu'on reçoit dans le BOSS, on arrive à qualifier les systèmes et la qualité des systèmes qui nous fournissent ces données. Donc ça, c'est un premier outil qu'on met en œuvre, qui est l'outil de diagnostic global automatisé, en gros, qui va faire la qualité transverse sur lequel on teste tous les systèmes et pas seulement une partie des systèmes. Ça, c'est la première révolution et c'est très important. La deuxième révolution dans les outils qu'on propose, c'est qu'ensuite, on est capable d'aller sur des vues détaillées. Alors, ces vues détaillées, elles vont dire ensuite système par système, qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce que c'est des problèmes est-ce que j'ai un problème sur ces systèmes de manque de connexion, ou est-ce que j'ai une connexion, mais c'est la donnée qui a priori me renvoie une valeur par défaut ou qui me renvoie une valeur incohérente. Voilà, donc on arrive à qualifier, on va beaucoup plus loin, et là on va système par système maintenant, ou même capteur par capteur, avec des vues détaillées par silo qui permettent de comprendre ce qui dysfonctionne. Donc le premier, c'est le test global pour finalement pour avoir une qualité, une visualisation transverse. Le deuxième outil, c'est un outil plus local dans lequel on commence à rentrer dans et on va comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, il y a une vraie progression finalement dans la démarche. Et une fois qu'on a compris ce qui marche pas, l'objectif, c'est d'agir et c'est d'aller réparer concrètement. Et là, on arrive avec le troisième outil. Le troisième outil qui va être la vue contextualisée pour agir. Et donc là, on retrouve l'usage du BIM. Non seulement le BIM nous avait fourni des données de design qui étaient traitables, ce qui nous permet de faire des diagnostics qu'on ne savait pas faire avant, qui n'étaient pas possibles avant. Mais en plus, il offre une vue 3D, c'est-à-dire une vue contextualisée, qui permet de visualiser concrètement où sont les problèmes dans le bâtiment, directement sur les équipements BIM, alors soit sur ce qu'on appelle des sprites, donc des petits points comme ça, soit directement sur les objets BIM en 3D, et ce qui nous permet ensuite d'aller agir très concrètement, parce que ça donne les moyens alors soit à l'intégrateur quand je suis en phase de GPA, si c'est lui qui fait le boulot, ou quand je travaille directement pour lui, soit au facility manager ou aux personnes en charge de la maintenance, d'aller agir très concrètement puisqu'ils savent quel est le système qui dysfonctionne, où il est et comment je fonctionne. Donc vous voyez qu'on a une gamme de 3 applications qui sont dédiées à ce diagnostic continu au commissioning. Ces 3 applications, on les met en œuvre pendant toutes les phases du cycle de vie du bâtiment pour aller faire un diagnostic global, générique, on ne perd pas de données, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas de tester 90% des systèmes, on les teste tous, 100%. Le deuxième, c'est qu'on arrive à qualifier parmi les systèmes qui dysfonctionnent vraiment quels sont les défauts. On peut avoir des défauts qui sont des défauts de non-présence, mais on a aussi des défauts qui sont simplement ça communique, il n'y a pas de souci, mais les valeurs sont pas correctes. J'ai un compteur, il communique, c'est un compteur énergétique, il n'y a pas de souci, sauf qu'il décompte, il a été monté à l'envers. Il existe, il est bien présent comme le design le disait,
j'ai bien la communication est de bonne qualité, mais en fait, la donnée qu'il me fournit, elle est pourrie. Et ça me permet globalement pas du tout de faire des bons choix derrière, de prendre des bonnes décisions derrière. Donc, vous voyez que on a décomposé finalement toutes ces problématiques-là en 4 ou 5 problématiques et on fournit des outils et du service évidemment pour répondre à ces 5 problématiques. Et la dernière, on est sur un bâtiment, on est sur concret, on est sur de l'action, il y a du terrain. Il faut des outils qui permettent aux gens sur le terrain d'aller réparer, d'aller concrètement valider les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier parce que tant qu'on reste trop loin, on peut pas agir. L'objectif, c'est d'avoir de l'impact. Et cet impact-là, il se fait que en contextualisant finalement l'information pour permettre aux acteurs du terrain d'aller agir sur le terrain. Donc, si je veux conclure finalement, bah, tout ce qu'on pour conclure, je vais reprendre mon petit schéma de base et finalement, je veux dire que l'objectif concret, c'est de dire maintenant: «J'arrête avec des systèmes qui sont dysfonctionnels et qui se dégradent dans le temps. Je veux des systèmes qui sont fonctionnels et qui ont une persistance de qualité dans le temps». Voilà et ça a une valeur directe pour les foncières, pour les maîtrises d'ouvrage, pour les constructeurs et pour tous les acteurs de la filière et si je me mets à la place d'une foncière, concrètement, c'est potentiellement un retour sur investissement de moins d'1 an sur le boss. Pourquoi? Parce que, si j'installe un boss qui coûte 10 € du mètre carré ou 15 € du mètre carré en fonction des systèmes que je mets, tout compris, hein, mais que j'arrive à détecter des problèmes à hauteur de 10 ou plus euros, 10 € par mètre carré dans la première année de GPA et qu'en plus, j'ai pas les 3 € par mètre carré par an qui continuent sur la non-continuité, enfin sur le cycle de vie du bâtiment, sur l'exploitation. Globalement, j'ai déjà remboursé mon investissement en moins d'1 an. Ça, c'est la première chose et j'ai une réduction des risques qui est pas anodine, voilà. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai une forte augmentation de la qualité de service puisque j'ai enfin des systèmes avec des données qui sont utilisables et qui permettent de créer ces nouveaux services qui est vraiment l'attente de ce qu'on souhaite faire dans le bâtiment. Voilà, c'est-à-dire bâtiment serviciel avec des services plus nombreux et qui permettent d'attirer, qui permettent d'offrir plus de confort, plus de qualité de service aux occupants du bâtiment. Et donc ce premier outil-là, c'est l'outil indispensable qui permet finalement d'aller vers ces nouveaux services digitaux pour le bâtiment. Et donc finir sur le fait que, vous voyez, on fournit un boss, il fournit une formidable base de données du bâtiment qui n'existait pas hier, donc un jumeau numérique, mais on fournit aussi des outils qui permettent d'avoir comment dire, un retour sur investissement direct aujourd'hui sur ce boss. Voilà, ce qui fait que le boss, garantir sa qualité, ça veut aussi dire garantir la qualité des systèmes actifs du bâtiment. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel pour passer à l'étape suivante, qui va être la fourniture de ces nouveaux services.